Madame, monsieur, bonsoir. Nous sommes dans l'arène. Celui qui a accepté de se livrer ce soir est un avocat. Il est anciennement bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau du Cameroun. Voici Katitou Elanga avec la présentation complète du premier protagoniste de l'arène de ce dimanche. Je suis avocat au barreau du Cameroun, ancien bâtonnier, ancien enseignant à l'université, donc je suis celui que vous voyez devant vous. Maître Charles Tchoungan, avocat, bâtonnier du Cameroun de 2006 à 2009. Cet avocat émérite dont la réputation et le talent sont reconnus, tant au Cameroun que hors de nos frontières, ne mâche pas ses mots lorsqu'il s'agit de parler de l'état de sa profession, et précisément du barreau. Diplômé de la Sorbonne, il revient au Cameroun en 1983. Il affirme avoir quitté la course au bâtonnat parce qu'il aurait constaté des violations des lois électorales. Étudiant, Charles Tchoungan a été président de l'Association des juristes africains, créée avec des amis africains à Paris. Une association créée pour accompagner le mouvement de la sortie du Cameroun de l'État postcolonial à un État démocratique national. Pour lui, il fallait mettre un terme à tout arsenal juridique hérité de la colonisation qui empêchait aux Camerounais de s'exprimer et empêchait surtout les partis politiques de se créer et qui empêchait même les femmes de voyager sans l'autorisation de leur mari. Conquérant de la justice, Maître Charles Tchoungan pense que ceux qui courent après un nouveau 1990 se trompent parce que la conscience camerounaise politique a évolué et les marchands d'illusions ne convainquent plus personne. Téméraire, défenseur des causes perdues, il est aussi un amateur de la bonne cuisine. Il prend plaisir à concocter des plats raffinés pour ses enfants et pour ceux qui lui sont si chers. Maître Charles Tchoungan, bonsoir. Bonsoir David et merci de me recevoir dans cette émission qui, je pense, était écoutée et vue au travers de nos frontières. J'espère que je ne serai pas de trop dans cette arène. Moi aussi, j'espère que vous vous êtes retrouvé dans cette sorte de profil brossé par Katitou. Écoutez, je suis surpris qu'elle ait eu autant d'informations puisque les spectateurs doivent savoir que je n'ai pas eu d'entretien avec elle et puis je me rends compte que sa synthèse correspond parfaitement au personnage. Voyez-vous, les détails sont souvent toujours superflus. Nous sommes dans l'arène, ce n'est pas à proprement parler une sorte de jungle, mais c'est tout comme. Est-ce qu'il y a des sujets que vous souhaiterez ne pas voir les journalistes que nous avons conviés autour de ce panel aborder? Écoutez, moi je suis un homme public et donc par conséquent, j'ai le devoir de m'exprimer sur tout ce qui me concerne. Ce que je souhaite simplement, c'est que nous puissions éclairer l'opinion. Parce que ce qui est important, ce n'est pas de venir parler de moi. Quand nous sommes vus à Yaoundé l'autre jour pour cette émission, je vous ai indiqué que lorsque vous m'avez demandé de me présenter, je vous dis, mais je ne vois pas comment je peux venir me présenter devant les téléspectateurs. Si vous avez des choses à dire sur moi, dites-le. Mais je dis simplement que ce qui est important, ce n'est pas ce que je suis, c'est ce que je dis. Ce qui est important, c'est ce que les téléspectateurs veulent entendre. Ce qui est important, c'est ce que le contexte sociopolitique de notre pays, n'est-ce pas, nous oblige à dire. Je suis venu simplement m'exprimer sur les grands enjeux de l'heure, s'agissant soit du Cameroun, soit de la justice, soit de la politique, soit de l'Afrique et soit du monde. Ma personne, en fait, importe peu. Mon histoire personnelle m'appartient et appartient à ma famille, donc par conséquent, je suis aimé entendre des professionnels, n'est-ce pas, de l'économie, de la presse et vous-même, m'interroger sur les questions qui intéressent l'opinion publique. Ma personne, elle est marginale par rapport à tout cela. Devrions-nous comprendre que votre histoire personnelle ne devrait pas être abordée comme sujet de nos échanges de ce soir? Je n'ai pas dit cela. Je dis simplement que, en cela, ce n'est pas le plus important. Les Camerounais, aujourd'hui, voyez-vous, dans le contexte actuel, ne sont pas intéressés par qui fait quoi. Ce qui est important, c'est comment faisons-nous pour demeurer ensemble. Et pour nous faire avancer dans les questions qui engagent la vie de la nation. Face à vous, Maître Charles Tchoungan, ce soir, deux confrères, deux autres protagonistes. Julien Chongwan, bonsoir. Bonsoir David, bonsoir téléspectateurs de Canal International. Il y a pas mal de confrères de la presse nationale qui vous appellent Maître Chongwan. Vous tenez cette réputation de votre passif de chroniqueur judiciaire?
Absolument, il faut dire que depuis entre 2005 et 2011, lorsque je travaillais encore pour le compte de la Nouvelle Expression, j'ai effectivement couvert beaucoup de procès, notamment les procès de l'opération Épervier, dont les principaux au niveau de Douala étaient le procès du port autonome de Douala et celui du chantier naval et industriel du Cameroun. Donc, bon, à côté de ça, il y a d'autres que je n'ai pas menés jusqu'au bout parce que j'ai quitté la Nouvelle Expression, notamment le procès de la CAME avec Paul Ngamo Amini et puis le procès de la SCDP avec Guignefa. Donc, voilà un peu pourquoi est-ce que les confrères aiment bien m'appeler Maître Chongwa. Ok, on ajoutera que de nos jours, vous officiez comme rédacteur en chef du quotidien L'économie. Absolument, depuis novembre 2011, j'ai quitté la Nouvelle Expression pour être le rédacteur en chef du quotidien L'économie. Donc nous avons commencé cette aventure que nous conduisons jusqu'à présent. En essayant chaque jour de surmonter les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Nous comptons énormément sur votre expérience de chroniqueur judiciaire pour faire chauffer l'arène de ce soir. Je n'ai pas besoin de vous présenter Maître Charles Tchoungan. Oh, pas du tout, on se connaît, je le connais, il me connaît. Est-ce que vous aviez déjà eu l'occasion, avant ce soir, de le rencontrer ou bien de l'interviewer? Dans le cadre, pour le compte des journaux pour lesquels j'ai travaillé, oui. Mais pas sur un plateau de télévision ou bien de radio. Donc ça c'est la première fois où Maître Tchoungan, il faut dire qu'il y a un peu de ressemblance entre nous deux noms. Ça c'est la première fois où Maître Tchoungan... C'est une ressemblance phonétique. Bonsoir. Ça c'est la première fois où nous nous retrouvons donc sur un plateau de médias. Le troisième protagoniste qui a accepté d'être dans l'arène de ce soir, c'est Frédéric Bongou. Frédéric, bonsoir. Bonsoir David, bonsoir Maître. Bonsoir Frédéric, je suis particulièrement heureux de t'avoir comme contradicteur ce soir pour la simple raison que, comme tu sais, c'est un anniversaire que nous partageons ensemble, celui de mon ami et frère Punjawe qui nous a quittés il y a quelques années. Donc par conséquent, c'est un plaisir de te rencontrer sur ce plateau. C'est un plaisir partagé. Frédéric Bongou est rédacteur en chef au quotidien privé Le Messager. En prenant vos fonctions, ça devait être en mai 2009 à la tête de la rédaction de Le Messager. Oui, tout à fait. Vous avez dit que vous aviez l'intention de lancer une rubrique qui s'appelait Au Palais. Tout à fait. Ou qui s'appelle Au Palais. Qui s'appelle Au Palais, c'est une rubrique que nous avons mise en place et qui traite des chroniques judiciaires. Malheureusement, les garçons que j'avais aiguillés et qui animaient ces pages-là sont partis. Maintenant, nous sommes en train de réfléchir à une nouvelle formule parce qu'il y a énormément de choses à apprendre dans les couloirs de la justice et qui peuvent éclairer les citoyens camerounais. Et donc, c'est une rubrique importante qui nous tient à cœur et que nous allons essayer de relancer le plus tôt possible. On a senti tout à l'heure la pratique du métier vous a déjà conduit à rencontrer Maître Charles Tchoungan. On a senti une sorte de chaleur. Certainement. Maître Charles Tchoungan, on se connaît. À chaque fois que je l'ai sollicité, quand j'étais reporter encore, il n'a jamais, et maintenant, même quand en tant que rédacteur en chef, il s'est toujours mis disponible pour nous éclairer, pour nous donner des éclairages concernant des aspects précis de la justice. Donc c'est un honneur d'être sur ce plateau avec lui. Allez, Maître Charles Tchoungan, merci d'avoir accepté notre invitation. Les règles du jeu sont celles-ci. Les deux protagonistes sont avec vous dans l'arène. Moi, j'officie comme arbitre et donc de temps en temps, je pourrais intervenir pour poser une ou deux questions. Pour ceux qui regardent l'émission à la maison, je signale qu'elle est participative. Vous pouvez nous envoyer un SMS au 81 98. Vous mettez arène dans un SMS et vous envoyez au 81 98. Il y a des gens au niveau de la régie qui peuvent nous faire parvenir votre message, votre question que nous relayerons en direct dans le cadre de cette émission. Cela dit, on tourne une courte transition et on revient pour toucher le vif du sujet. À tout de suite. Maître Charles Tchoungan, je propose que cet échange se décline sous trois grands axes. Le premier pourrait concerner ce qu'on appelle l'opération Épervier au Cameroun et la lutte contre la corruption. L'Assemblée nationale du Cameroun vient de revoir le texte qui a créé en décembre 2009 ce qu'on appelle le tribunal criminel spécial. Ça fait seulement 8 mois que cette institution avait été créée par une loi. Et du coup, elle a été retouchée. Comment est-ce que vous avez pris l'idée de revoir
le contenu ou bien le corpus juridique de la loi qui crée le tribunal criminel spécial au Cameroun? Je crois que c'est une victoire de tous ceux et celles qui ont pensé que la loi en elle-même, lorsqu'elle fut votée, elle n'a pas été précédée par une concertation des acteurs et des experts du secteur. Vous vous souvenez, je fus le premier à avoir indiqué que cette loi faisait rentrer le Cameroun, n'est-ce pas, dans la nuit du droit. Pour reprendre la formule célèbre, n'est-ce pas, de Carbonnier, flexible droit, pour indiquer qu'il n'est pas possible de produire des institutions pour régler les problèmes circonstanciels. En fait, lorsque à l'époque nous avions indiqué que cette loi n'était pas conforme ni adaptée, n'est-ce pas, à notre constitution, ni aux principes fondamentaux du droit pénal général ni du droit pénal international, je me souviens que nous avions, à l'époque, comme d'habitude, on a dit qu'on était des activistes. Comme en 90, lorsque nous disions qu'il fallait que nous entrions dans la démocratie, on nous a traités d'activistes. Je note simplement que l'actuel ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, lorsqu'il est arrivé, il s'est retrouvé avec un document très compliqué pour lui. Lui qui est magistrat au hiérarchie s'est rendu compte que ce document était ingérable, indigérable, impraticable. Encore que ceux des magistrats qui ont été nommés dans cette institution sont des magistrats qui sont mes amis, que j'aime beaucoup, qui ont beaucoup de qualité. Je me suis dit, mais c'est pas possible, comment on peut leur filmer? Le fait que cette loi soit revue, c'est un revers pour la représentation nationale. Elle aurait pu, non, c'est pas ça, en décembre 2011, proposer des modifications ou bien faire des remarques visant à démontrer qu'il y avait un problème au niveau. Je ne pense pas que ce soit un revers pour la représentation nationale. Je pense simplement que c'est la conséquence de la méthode de production des normes législatives dans notre pays. Puisque les normes arrivent du gouvernement, à partir du moment où ça vient du gouvernement, la majorité au Parlement, qui est une majorité qui est du même bord politique que le gouvernement, pense qu'il est bon de faire passer cela pour ne pas faire de l'ombrage au gouvernement. Or, aujourd'hui, j'ai pu vous le dire, j'ai discuté, j'ai discuté avec des députés qui ont voté cette nouvelle mouture, qui ne sont pas toujours d'accord avec ce qui vient d'être fait, parce que les critiques que nous avons formulées n'ont pas été complètement prises en compte. Pourquoi ? Parce qu'on a remis le texte aux mêmes personnes, aux mêmes structures, aux mêmes organes qui avaient produit la première mouture. Vous savez, c'est pas facile de se dédier. Et donc, du coup, vous n'êtes pas satisfait? Non. Il m'apparaît quand même extraordinaire que l'on puisse dire que dans un état de droit comme le nôtre, il y ait deux catégories de citoyens. Il n'est pas normal que l'on puisse dire que dans un état de droit, alors que nous avons signé des conventions avec les Nations Unies, l'Union africaine, etc., que dans un procès pénal, il y a des parties qui sont plus fortes que les autres. Il n'est pas normal que l'on puisse dire que parce qu'on veut protéger telle catégorie d'acteurs sociaux, j'ai entendu dire qu'on voudrait protéger les membres du gouvernement et les officiers de l'armée, on n'a pas le droit de les convoquer devant un tribunal. Alors, ne mettons pas en cause des ministres, ne mettons pas en cause les officiers de l'armée. À ce moment-là, les avocats ne convoqueront pas ni leurs collègues pour qu'ils viennent éclairer le tribunal en cela. Donc, par conséquent, j'indique les violations inacceptables des droits de la défense qu'insère ce document, fait en sorte que c'est le crédit de la justice camerounaise dans son ensemble qui est en cause, tant en interne pour les acteurs qu'à l'extérieur lorsqu'il s'agira d'aller faire ce que nous appelons en termes techniques les équaturs des décisions rendues par nos juridictions nationales. Alors, maître, moi je voudrais savoir, comment est-ce que vous pouvez expliquer que la technostructure administrative ou politique du pays puisse générer un tel document, une telle structure qui concentre énormément de critiques, et vous en avez soulevé quelques-unes. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer quand même que le gouvernement puisse avoir même déjà l'idée de présenter un tel projet de loi, et que la représentation nationale qui a été élue pour veiller à l'intérêt collectif national ne puisse pas déceler ce que vous, les experts, critiquez à cette loi. Et on a très bien vu à l'Assemblée nationale récemment comment un député de l'opposition a tenté de faire comprendre au ministre de la Justice que c'était un texte unique, mais qui n'a pas été entendu. Comment est-ce que vous qui avez la pratique, comment est-ce que vous pouvez expliquer qu'on en soit arrivé à une telle situation? Moi, je ne veux pas entrer dans les querelles politiciennes. Je veux simplement indiquer que si nous avions été dans un système normal, pour reprendre la formule d'un chef d'État d'un pays ami, il aurait fallu, après avoir constaté que la première tentative avait échoué, aller vers ceux qui avaient critiqué ce texte, leur dire, on fait comment? On fait comment? Est-il possible de faire autrement? Nous aurons proposé des solutions simples. Vous savez, la question que ce texte veut résoudre est une question bonne, elle est juste. La réponse, c'est la réponse qui est mauvaise.
Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, soigner un mal par un mal plus grave. Vous ne pouvez pas avoir la fièvre et on vient vous soigner par des injections qui vont vous donner le cancer ou le choléra. C'est le problème de ce texte. Les hommes ne sont pas en cause. Le Cameroun a des ressources humaines suffisamment fortes pour produire des textes pour régler cette question. Quel est le problème? Et donc, vous n'avez pas été consulté dans le cadre de la modification? Non, bon, nous avons appris cela comme ça, comme d'habitude. Comme nous avions découvert le texte il y a quelques mois, nous découvrons le même texte aujourd'hui, et qu'on n'attende pas de nous que nous gardions le silence, tout simplement parce qu'on a voulu saupoudrer, mettre un peu de peinture sur un document qui était indigeste. Ce n'est pas possible. Nous continuerons de critiquer ce document tant que les principes généraux de notre Constitution, tant que les engagements du Cameroun pris librement par le Cameroun à l'international n'auront pas été pris en compte, tant que les droits de la défense n'auront pas été pris en compte. Est-ce que voyez-vous, par exemple, lorsqu'on dit que désormais les parties au procès n'ont pas le droit de citer tel ou tel témoin de leur choix, qu'il est possible de décider que, n'est-ce pas, même si vous avez cité 10-4 témoins, on va décider qu'il n'y en aura qu'un ou deux. Mais c'est extrêmement grave. Autant revenir, n'est-ce pas, à la lettre de cachet, n'est-ce pas, des 14e et 15e siècle. Il n'est pas possible qu'une justice équitable puisse travailler sur la base des textes comme ça. Je plains mes amis, dont le président du TSS, lui-même que j'aime beaucoup, d'être aux commandes d'une institution qui nous renvoie par rapport au Cameroun en 1962. Voyez-vous, M. David, ce n'est pas la première fois que le Cameroun a un TSS. Chaque fois qu'il y a des problèmes particuliers, au lieu de régler le problème avec des questions générales, on va chercher des textes spéciaux. C'est la deuxième fois que le Cameroun crée le tribunal criminel spécial. Deuxième fois dans l'histoire du Cameroun. En 1962, on a eu un tribunal criminel spécial au Cameroun, toujours pour régler ce type de questions. Quand vous donnez une mauvaise réponse à une bonne question, vous avez toutes les mêmes conséquences 40, 50 ans plus tard. C'est le cas du Cameroun aujourd'hui. Qu'est-ce qui garantit que si on vous avait consulté comme vous l'exigez, ça aurait donné un meilleur texte, puisqu'on a le code de procédure pénale qui a fait l'objet d'une large concertation, mais qui présente également beaucoup de défaillances. Mais voyez-vous, je vais vous dire une chose. Je n'ai pas demandé à être consulté personnellement. Il ne faut pas faire un procès pour le mieux. Je pense simplement que... je dis simplement que le code de procédure pénale était un texte extraordinaire. Tous les intervenants du système judiciaire et de la société civile, de l'administration, furent consultés avec l'appui de la Banque mondiale, etc. Il y a eu des séminaires, n'est-ce pas, de validation qui ont eu lieu. Quand vous faites un texte qui a plus de 700 articles, il est évident qu'il y a toujours des petites différences. D'où la nécessité de l'évaluer. Ça a pris beaucoup d'années. Moi, je pense que la préparation du code de procédure pénale a pris plus de 40 plusieurs ans. années. Plus de 40 ans. Alors, est-ce qu'on peut justifier qu'en 40 ans, tous les acteurs judiciaires, tous les professeurs de droit, tous les grands avocats que compte le Cameroun aient pu produire un texte qui pose encore un problème? Parce que je me souviens que quelques années ou alors quelques mois après sa promulgation et son entrée en vigueur, je crois en janvier 2007, si je ne me trompe pas. Alors, il y a quelques-uns de vos confrères qui se sont réunis pour proposer des amendements. Par exemple, ils demandaient qu'on supprime cette mention qui veut que certaines autorités administratives, si elles sont impliquées dans des procédures, ne soient pas jugées dans le territoire où ils étaient en fonction. Mais ça viole le principe de la compétence territoriale. Je vais vous surprendre. Dans tous les pays démocratiques, il y a ce qu'on appelle le privilège de juridiction. Voyez-vous, vous imaginez le gouverneur du littoral impliqué dans des actes qu'il a posés à Douala, être jugé à Douala, ce que ça peut entraîner comme émeute au tribunal. Vous imaginez un magistrat qui a rendu une décision à Douala, qui est poursuivi, être jugé à Douala. Le privilège de juridiction, on appelle ça, ce sont des délocalisations pour garantir à la personne accusée un procès équitable. C'est ce que nous demandons aujourd'hui. C'est parce que ceux qui sont poursuivis aujourd'hui n'ont pas des procès équitables que nous demandons des garanties fondamentales pour qu'ils soient jugés sans passion. La problématique, n'est-ce pas, que pose le tribunal criminel spécial est qu'à partir du moment où ce tribunal va entrer en vigueur, on me dit en octobre. Vous savez, moi j'ai été un des auteurs de la charte des investissements. J'ai lu ce matin, hier, que cette charte est en train d'être mise au rebut pour que de nouveaux experts produisent une nouvelle charte. Qu'est-ce qui va se passer quand le TCS va entrer en vigueur? Le TCS siège à Yaoundé. À Yaoundé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes poursuivi à Molondou,
à Bamenda ou à Bafoussam, vous devrez aller à Yaoundé être jugé. Vous faites comment pour construire un avocat pour vous défendre lorsque votre avocat habite Bafoussam, Mouloundou ou Bamenda? Qu'est-ce qui a été prévu pour accompagner cette défense qui est une des garanties constitutionnelles? Au moment où nous participons à une décentralisation du système judiciaire camerounais, voyez-vous, la chambre administrative, c'est à Yaoundé. On a décentralisé au niveau du tribunal administratif. La Cour des comptes est à Yaoundé. On a décentralisé au niveau des régions. Et on veut recentraliser la justice pénale pour des infractions qui touchent à quoi? C'est le vol du denier public. Le petit voleur là à la tire, il va être jugé à Douala, à Kribi, à Edea. Et puis le grand voleur, il va être jugé à Yaoundé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout va se régler au niveau central. Maître, certains disent que c'est trop facile de critiquer comme vous le faites sur ce plateau. Qu'est-ce que l'ordre des avocats fait pour contester lorsqu'il y a ce genre de loi qui est votée à l'Assemblée nationale? Sous d'autres cieux, on aurait vu des avocats qui font des sorties. Comment est-ce qu'il faut comprendre le silence de l'ordre des avocats par rapport à la modification de cette loi à l'Assemblée nationale? Écoutez, je suis avocat, donc par conséquent, je suis aussi collectivement responsable de ce silence ahurissant, abyssal, que le barreau propose à la société camerounaise. Donc lorsque j'ai protesté, on m'a dit, on a écrit. Vous auriez initié quelque chose si vous étiez encore aux commandes comme bâtonnier? Je crois que tout le monde a noté que je suis resté silencieux sur aucun sujet intéressant à la vie nationale, sans pour autant dire... Dès l'époque où vous étiez ma part de vérité. J'indique que je partage la responsabilité du silence du barreau aujourd'hui, encore que personnellement, individuellement, je suis toujours en train d'expliquer ce que je pense, mais je considère que le barreau du Cameroun aurait dû faire plus, tant en termes de concertation avec la chancellerie, qu'en termes d'intervention au niveau de la commission des lois constitutionnelles de l'Assemblée nationale. Et là aussi, je voulais interpeller les députés pour dire que lorsque un texte qui a été critiqué violemment par des éminents juristes de ce pays revient en seconde lecture, quelques mois seulement avant d'avoir été adopté, ils auraient pu convoquer les experts, en tout cas au moins inviter ceux-là qui avaient critiqué le texte pour leur demander en commission pourquoi avez-vous contesté cela, afin que en plénière, ils puissent interpeller le gouvernement sur ces questions-là. Ce pays sera ce que nous voulons qu'il soit. Si chacun dans son coin pense qu'il peut se substituer à des experts pour régler les questions qui se posent, à ce moment-là, après là, on va assister à quoi? On va assister au fait que les gros vont écraser les petits et puis la République va finir un jour par disparaître. Oui, maître, l'un des problèmes ou alors l'un des arguments qui ont poussé à la mise en place de ce texte ou alors à la création de ce tribunal criminel spécial, il parle de la célérité de la justice parce qu'on s'est rendu compte que les affaires de l'opération Épervier durent longtemps, parfois plus d'1 an, parfois 2 ans. Alors, est-ce que ce n'est pas un argument suffisant pour justifier? Est-ce que vous ne voyez pas cet intérêt qui compte? Parce que les justiciables, généralement, ils sont en détention provisoire et il est gênant que quelqu'un reste en détention pendant 1 an, 2 ans. Alors, est-ce qu'au moins sur ce point-là, le tribunal criminel spécial n'est pas en train de résoudre un problème? Mauvaise réponse à une bonne question. Quand j'étais bâtonnier, j'ai fait une enquête sur la prison de Nouvelle, où j'ai établi pour le Végon Pécous, pour le Camerounais de tous les jours, que les lenteurs judiciaires, c'est quelque chose d'extraordinaire, notamment en matière pénale, que les gens étaient en prison depuis 10-15 ans sans jugement. On a même trouvé un monsieur qui n'a même pas de dossier, et qui, lorsqu'on lui a dit que mais vous, on ne sait pas ce que vous faites ici, sortez, il a dit ah, moi je suis là, je n'ai plus personne dehors, etc. Donc par conséquent, il ne faut pas que vous braquez vos projecteurs, messieurs les journalistes, simplement sur le fait que nous avons des détenus spéciaux. Les lenteurs judiciaires constituent la plaie du système judiciaire camerounais. Quand vous avez un magistrat qui arrive à l'audience avec 100 dossiers, qui commence son audience à 11 h parce qu'il n'y a pas de salle, qui doit finir à 16 h parce qu'après lui, il y a quelqu'un d'autre qui doit prendre la suite, comment voulez-vous que ça avance? Tout le monde sait que l'actuel garde des Sceaux, ministre d'État, est un bâtisseur, puisqu'en fait, la progression des constructions des palais de justice a lieu chaque fois qu'il vient à la chancellerie. Il a recommencé à reconstruire les palais de justice. Ce qu'il nous faut en réalité, c'est en réalité faire en sorte que l'État, le Cameroun, investisse dans la justice. Est-ce que nous voulons une justice crédible, sereine, équitable et rapide? Si la réponse est oui, il faut des moyens. Regardez les pays de tradition juridique commune. Quand vous allez à Abidjan... Pour le moment, vous pensez qu'elle est crédible ou pas, la justice camerounaise? Pardon?
vous pensez qu'elle est crédible ou pas, la justice? La question qu'il pose est la question des lenteurs judiciaires. Et il me dit que le TSS serait une réponse aux lenteurs judiciaires. Je dis non. Parce que nous constatons que dans le cadre de l'opération Épervier, vous avez des affaires dont l'instruction a duré 11 années. J'ai une affaire précise en tête. Laquelle? Quand une instruction juge 11 années. Quelle est cette affaire? Ça veut donc dire qu'il y a un problème de crédibilité. Ça veut donc dire qu'en fait la poursuite n'a pas été fondée sur des faits avérés. Quand vous mettez 11 ans pour établir, n'est-ce pas, des faits, c'est qu'il y a un problème. Donc, quelle est cette affaire-là, Maître. L'affaire dont l'instruction a duré 11 ans. c'est laquelle? Pardon? Quelle est cette affaire qui a duré, dont l'instruction a duré 11 ans? Oh, je ne vais pas. C'est connu, c'est l'affaire Thierry Atangana. Ça dure 11 ans, l'instruction a duré 11 ans. Et je dis simplement que. Et il y en a d'autres. Mais je voudrais relever quand même que vous avez parlé des lenteurs judiciaires qui sont imputables peut-être aux magistrats, mais il y a également les avocats. Nous assistons au procès où des avocats reviennent plusieurs fois demander des renvois. Il demande un renvoi aujourd'hui, on lui accorde le renvoi, il revient à la nouvelle date, il demande une nouvelle fois le renvoi. Les avocats aussi ont leur responsabilité dans cette lenteur judiciaire. Je vous ai dit tout à l'heure que je bats ma coulpe et que je suis solidaire des fautes commises par ma profession, mais je dis simplement que le renvoi est dû à la mauvaise organisation du système. Et une réforme du système judiciaire aurait pour conséquence de mettre en place ce qu'on appelle des structures de mise en état des dossiers. C'est-à-dire qu'avant que le tribunal ne soit saisi, qu'on soit d'accord qu'il n'y a plus de problème particulier et que lorsque le juge de jugement est saisi, il doit siéger sans désemparer jusqu'à ce que la décision tombe. Le drame de notre pays, c'est quoi? C'est que les affaires sont mises en état. Mise en état, ça veut dire qu'en état d'être jugées par ceux qui doivent juger. À partir de là, vous avez des affaires qui durent 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, et j'ai indiqué 15 ans pour d'autres. Alors, maître, je voulais qu'on dise un mot sur que l'affaire Michel Thierry Atangana, à laquelle vous fassiez allusion tout à l'heure, maître. Le verdict, c'est le 17 ou le 18 juillet sur l'affaire? De mémoire, c'est le 18. C'est le 18 juillet. Alors, dans cette affaire, vous avez plaidé pour la remise en liberté en tant qu'avocat constitué de Michel Thierry Atangana. C'est parce que vous êtes avocat constitué pour sa cause ou bien parce que vous croyez en son innocence? Écoutez, moi, j'ai proposé au juge la vérité de mon client. J'ai la conviction qu'il est innocent. Je ne souhaite pas commenter le fond du dossier parce que les arguments que j'ai produits à ce collège seraient examinés par eux. J'ai beaucoup de respect pour la qualité et la dignité des magistrats qui composent ce collège pour venir porter devant les médias, n'est-ce pas, le contentieux qui oppose mes contradicteurs à mes clients. Donc par conséquent, ne comptez pas sur moi pour venir faire le procès du procès à Canal 2. J'indique simplement que cette affaire est exemplaire du débat que nous avons ce soir. En ce que, voyez-vous, lorsque les éléments les plus importants d'un dossier ne sont pas là, lorsque, n'est-ce pas, on appelle ça, le corpus delictis, pour reprendre la formule latine, le corps du délit a disparu. Et qu'on continue à vous rechercher pour cela. Voyez-vous, dans les films américains, vous voyez souvent, n'est-ce pas, on cherche le cadavre, on cherche l'arme du crime, etc. Quand on trouve le cadavre, on trouve l'arme du crime et que le jour du procès, il n'y a ni cadavre ni arme du crime, on fait comment? On juge quoi? Si ce sont des passions, des intentions et de la persécution. Donc par conséquent, j'indique simplement, j'attends, j'ai offert mes arguments au juge, j'attends comme un avocat que le 18, cette affaire soit vidée pour que chacun d'entre nous puisse découvrir, n'est-ce pas, ce que sont les procès pénaux. On parle de cette affaire comme étant une qui charrie de gros enjeux financiers pour le Cameroun. Il s'agit de quoi exactement? Écoutez, je peux vous en parler un peu, puisque ça ne concerne pas le procès pénal. Donc, je vous en parle dans le procès pénal parce que je respecte l'indépendance des juges et ils peuvent vider. Cette affaire, c'est une affaire simple. C'est une affaire d'un consortium de 12 entreprises européennes qui ont des créances sur le Cameroun. Et ils ont envoyé ce jeune homme, à l'époque, il avait 30 ans, pour essayer de restructurer la dette et recouvrer son argent, l'argent de ses créanciers. Et il s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, parce que cette affaire recèle de 2 aspects dont il faut parler calmement. Il y a une affaire politique que tout le monde connaît. La personne qui
incarne l'aspect politique de ce dossier, a assumé sa posture avec beaucoup de courage et beaucoup de détermination. L'ancien secrétaire général. Plusieurs années après. Jusqu'au dernier jour du procès, il a assumé sa posture du 20 avril 1997. Donc, par conséquent, je ne cite pas de nom. Oui. J'indique que de l'autre côté, il y a eu un aspect financier qu'on a occulté pendant 15 ans, qui concerne quand même la coopération entre deux États souverains qui ont des relations historiques fortes. Et j'indique tout simplement que ceux qui ont déclenché cette affaire ont mis à mal le président de la République, parce que c'est le président de la République qui a décidé qu'il fallait régler cette affaire. Et en cela, il a autorisé l'ancien ministre des Finances, que son nom me repose un peu, je parle de Diop, a signé des conventions pour régler la dette de ces entreprises-là. Et par conséquent, le mandataire de ces créanciers s'appelle Thierry Michel Atangana Abega. Il s'est retrouvé dans un marma de politique nationale à laquelle il n'avait rien à faire. Donc, nous sommes en train d'expliquer à l'opinion nationale et internationale que c'est une affaire d'État et que les affaires d'État ne se règlent pas sur les plateaux de télévision. Et j'espère simplement que les hauts responsables de ce pays prendront le temps de regarder et de faire en sorte que ce dossier pénible, en tout cas pour Michel Thierry Atangana, s'arrête. Parce que 15 ans, c'est trop. 15 ans plus un jour, c'est de trop. Et il n'y a pas de prescription, maître? Sur quoi? Après 15 ans. De quoi? Prescription de l'infraction. Moi, je ne parle pas d'infraction, je vous parle d'intérêt financier. L'infraction sont les juges qui vont régler ça. Je vous parle d'intérêt financier de cette affaire. Nous sommes à des chiffres quand même qui donnent le tournis. Voyez-vous, l'économie internationale, c'est quelque chose... Il n'existe pas un pays en dehors du monde. Il n'existe pas un pays en dehors du monde. Quand vous contractez au niveau international, sans que personne vous ait contraint, vous devez respecter vos engagements. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec la Grèce. L'Union européenne dit à la Grèce, si vous voulez rester dans l'euro, il vous faut respecter vos engagements. C'est de cela dont il s'agit. Alors, maître, oui, malheureusement, je vais peut-être ramener maître un peu en arrière. Il a si bien exposé. On a des éminents juristes, on a des éminents constitutionnalistes, mais on arrive quand même, on aboutit quand même avec des lois comme celle-là qui crée un tribunal comme celui-là. Moi, je voudrais comprendre. Vraiment, je voudrais que maître m'explique, parce que l'opinion publique, cela renforce, si vous voulez, le sentiment qu'a l'opinion publique, une certaine opinion publique, qui pense que finalement, en fait, il s'agit de règlement de comptes politiques et que ça n'a rien à voir avec la justice. Et comme vous l'aviez bien exposé, s'il ne s'agissait que de justice, je pense qu'on vous aurait au moins écouté. Je repose la question de Frédéric dans un autre sens. Est-ce que l'opération Épervier, pour vous, est, comme certains le disent, une opération d'épuration politique? Écoutez, moi je pense que le fait de combattre les comportements déviants sur l'éthique de l'administration des fonds publics est une bonne chose. La méthode est critiquable. Parce que le sentiment qu'on a, c'est qu'en réalité, les textes qui ont été produits, et nous avons tous été surpris dans le code de procédure pénale, qu'on indique, ou on indiqua, que en matière de détournement de deniers publics, le principe, entre guillemets, c'est la détention, la liberté, c'est l'exception, alors que c'est contraire au principe constitutionnel. On indique que la liberté provisoire parfois n'est pas possible, la mise en... les libertés de caution ne sont pas possibles, mais on note quand même que dans certains cas, les libertés de caution sont accordées. Les poursuites libres sont acceptées, mais pour certaines personnes, ce n'est pas le cas. Ça peut permettre de s'interroger sur l'objectivité, de l'opportunité des poursuites. Et j'indique que la loi doit être de portée générale. Elle doit être impersonnelle. Et le texte que vous évoquez sur le TSS donne le sentiment que cette loi n'est pas générale, puisqu'elle ne s'applique à une catégorie de citoyens, qu'elle n'est pas impersonnelle, puisqu'on voit bien qu'elle peut être utilisée pour favoriser ou défavoriser telle ou telle personne. À partir du moment où la poursuite peut décider à un moment donné d'arrêter les poursuites parce qu'il s'agit de X ou Y,
ça pose quand même des problèmes de principe. On va prendre dans 2 minutes Cathy Toulou pour la rubrique Mes préférences. Mais je voudrais pendant ces 2 minutes, on aborde très rapidement quelques questions que les téléspectateurs ont posées à travers des SMS. Que pensez-vous, Maître Charles Tchungan, de l'alternance au Cameroun? Moi, je pense qu'elle est inscrite dans l'histoire. Je pense que penser que le pays il n'y aura pas d'alternance dans ce pays, c'est être complètement dans la cécité. Il vous souvient. Lorsque nous demandions dans les années 90 la mise en application de l'article 3 de la Constitution qui disait tout simplement que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage universel, ça induisait nécessairement qu'il y ait plusieurs partis politiques. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage universel alors qu'il y a un seul parti. Vous avez vu ce que ça a entraîné comme gâchis dans ce pays avec l'arrestation de Blariondo, Ekane Anissé, etc. Aujourd'hui, c'est inimaginable de penser que l'on puisse se comporter de la même façon. Vous étiez pour ou contre la modification constitutionnelle? Laquelle? En 2008. Celle qui consacre le verrou sur la limitation du mandat, du mandat présidentiel. Moi, ça ne me posait aucun problème. Et je peux vous indiquer, moi, j'étais plutôt pour, parce que j'indique que c'est le souverain qui décide. C'est le souverain qui décide. À chaque fois que le souverain, librement, ça implique un code électoral libre et transparent, qu'il n'y ait pas de magouilles. Si vous êtes capable de tenir 3 mandats, c'est votre problème. Si vous êtes capable d'en tenir 10, dès lors que vous acceptez que l'expression du suffrage est respectée, le problème qui se pose au Cameroun, ce n'est pas le problème de la libération des mandats, c'est le problème de la transparence, du respect de l'expression du vote des Camerounais. Et pourquoi vous ne l'aviez pas exprimé à l'époque? Je l'ai fait. C'est parce que finalement vous ne suivez pas. J'ai même eu un débat à RFI, n'est-ce pas, sur cette question-là, indiquant que le débat comme ça dit limitation de mandat, c'est un peu comme si on n'est pas capable de convaincre les électeurs et on dit bon, après toi, ce sera moi, donc j'attends, quand tu finis, je prends. C'est pas ça la démocratie. La démocratie, de mettre en place des institutions fortes. Pour reprendre la formule d'Obama. Aux États-Unis, justement, vous parlez d'Obama, il y a limitation de mandat présidentiel. Ça signifie que là-bas, on n'est pas en pleine démocratie. Non. Ça veut dire tout simplement qu'ils ont choisi, ils ont considéré que compte tenu de la charge de travail, après 8 ans, vous n'êtes plus à même d'insuffler, n'est-ce pas, suffisamment de force au pays pour qu'on vous redonne confiance. Mais vous pouvez revenir. Il y a des exemples dans l'histoire. Donc, vous pouvez repartir et revenir. Voyez-vous, quand vous parlez des États-Unis, le secrétaire d'État américain aujourd'hui, c'est qui? C'est Mme Clinton, n'est-ce pas? Elle a été à la Maison-Blanche pendant 8 ans avec son époux. Donc on peut dire qu'elle a participé, me semble-t-il, n'est-ce pas, à l'exercice du pouvoir avec son époux. Il lui fallut, si votre thèse eût été acceptée, que l'on indiqua que ceux qui ont participé à la gestion du pays pendant, n'est-ce pas, 8 ans, ne soient plus admis à l'exercer. Or, vous avez vu que le président Obama a gardé le ministre de la Défense de George Bush pendant un temps. Donc, par conséquent, faisons attention à ces mécanismes qui consistent à dire qu'il y a des barrières pour tout. Si le Cameroun estime que telle personne est capable d'exercer le pouvoir, il faut donner la possibilité aux électeurs de choisir. Même si cette personne peut rester au pouvoir pendant 50 ans. Non. Non. J'indique qu'il n'est pas possible qu'un peuple renouvelle sa confiance à un homme pendant autant d'années. J'indique tout simplement que si la liberté d'expression du suffrage du citoyen est respectée, si les mécanismes mis en place empêchent aux gens de frauder, vous verrez que l'alternance... Vous pensez que ces mécanismes sont... c'est le cas au Cameroun? Je pense que les mécanismes au Cameroun en ce moment ne sont pas suffisamment transparents pour être sûr que le vote du citoyen a été respecté dans sa liberté. Maître Charles Tchungan, on va vous permettre de respirer, le temps de faire asseoir Cathy Toulou qui va explorer vos préférences. C'est la rubrique Mes préférences. À tout de suite. Bonsoir Cathy. Bonsoir David. Je vous laisse avec Maître Charles Tchungan. Bonsoir Maître. Bonsoir. Et bienvenue dans la rubrique Mes préférences de la reine. Ben, merci, mais je ne la connais pas, donc je la découvre je vais vous expliquer. Au moment où vous allez me croquer. Nous allons faire un petit tour dans votre jardin secret. Alors, est-ce que vous êtes sûr de pouvoir répondre à ces quelques petites questions qui vont peut-être vous embarrasser? J'ai l'habitude. D'accord. Alors, je vais commencer par vous demander quelle est votre plus grande victoire dans tous les combats que vous menez, principalement ceux des causes perdues. C'est le combat de la liberté et de la démocratie. Je crois que ce ne sont pas des victoires, ce sont des satisfactions.
C'est-à-dire qu'en fait... C'est un problème de sémantique, je pense. Voilà, ben, ce de satisfaction, je ne considère pas ça comme des victoires, c'est de faire bouger les lignes. Chaque fois que les lignes de l'intolérance reculent, les lignes de l'agressivité, les lignes de l'abus, les lignes de la violence reculent, je considère que c'est un point gagné pour l'humanité. D'accord, et pour vous aussi, en tant qu'avocat? En tant qu'avocat, je considère que je suis un serviteur de la justice. Et chaque cause que j'accepte de défendre, je l'accepte d'abord par conviction. Et chaque fois que je trouve devant moi des juges dignes de leur serment, je suis l'homme le plus heureux du monde. Je peux rester parfois 2-3 semaines après un verdict à me congratuler en me disant que ça a valu quand même la peine de se battre. Et ça, c'est important pour mon métier. Et je crois que ceux qui ne pensent pas comme cela finissent toujours par tomber dans les lemmes de l'histoire. D'accord, il se dit que vous aimez dire la vérité sans fioriture. Alors, je voudrais bien savoir, est-ce que cette personnalité sied à votre profession d'avocat? Je crois fondamentalement. Les avocats sont quelquefois traités de Vous menteurs. savez l'image que l'opinion a des avocats est une image trompeuse. Mais elle est trompeuse également parce que beaucoup de mes confrères prennent le flanc à cela. Mais l'avocat est d'abord le premier, j'allais dire le seul contre-pouvoir légitime dans un état de droit. C'est celui-là qui, lorsque tout le monde est d'accord, il dit qu'il n'est pas d'accord. C'est le défenseur du pauvre, de la veuve, de l'orphelin, mais également du riche et du puissant. Parce que chacun a besoin d'avoir un avocat. Nous sommes un des rares pays dans la sphère de la justice mondiale où les avocats sont traités un peu par le mépris parce qu'on dit ce qu'il fait, je peux le faire. Parce qu'on a dit qu'ils sont des menteurs. Eh bien, menteur pour menteur, je préfère quand j'ai une affaire aller voir le juge avec un petit paquet, aller voir l'administration avec un petit paquet pour régler mon problème. Alors, si je vous comprends, vous aimez la vérité. On continue. Je crois que Voilà. c'est une quête. Elle n'est jamais absolue, mais c'est une quête. D'accord, on va parler de toute autre chose. Si vous permettez, je vais vous donner 2 noms et vous allez nous dire ce que ça vous rappelle. Je crois que vous imaginez déjà ce que je vais vous demander. Non. Alors, Kembe Presok. Kembe Presok, c'est un ami. Et c'est quelqu'un que j'ai connu, un grand musicien, un mathématicien que j'ai connu à l'époque des jeunes rumba, je me souviens. Je fus son avocat, je fus l'avocat de Soyoko. J'ai accompagné ces jeunes artistes avec Kembe Presok, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et puis, j'ai gardé de lui un souvenir inoubliable, même si aujourd'hui, je l'ai rencontré dans les ordres. Puisqu'aujourd'hui, me semble-t-il, il s'occupe maintenant des âmes et encore que sa musique continue à m'impressionner. D'accord. Le deuxième nom, Yolande Ambiana. C'est mon épouse, n'est-ce pas? Donc, c'est la mère de mes enfants. Elle m'a donné de très beaux enfants. On a eu des moments extraordinaires, donc par conséquent. Après, on a eu quelques zones de turbulence. Justement, rencontre en chanson, séparation en pleurs. Non, je ne pense pas. Où en êtes-vous? Vous savez, moi j'ai dit que personne ne pense entendre de ma bouche un mot contre elle parce qu'on n'a pas eu de problème personnel. L'histoire est ce qu'elle est. Elle est ce qu'elle est. Nos enfants aujourd'hui, ma fille vient de passer sa licence, notre première fille vient d'avoir sa licence, la seconde vient d'avoir son brevet. Mardi, j'attends les résultats, n'est-ce pas, de mon garçon qui a passé le baccalauréat. Vous avez beaucoup de diplômés. Donc, je souhaite simplement qu'elle partage ce bonheur avec moi, même si moi j'ai porté ces 3 enfants sur moi pendant ces 17 années. Donc, par conséquent, je n'ai rien à dire qui puisse heurter ni sa morale, parce que je n'ai pas de grief du point de vue moral vis-à-vis d'elle, et je n'ai rien qui puisse heurter, n'est-ce pas, sa pratique sociale. Donc, par conséquent, que personne n'attend de moi que je dise quelque chose de déplacé vis-à-vis. Personnellement, ce n'est pas ce que j'attends, même si par ailleurs, au cours de nos recherches, on a constaté qu'elle écrit beaucoup sur vous, sur le net, en précisant que vous seriez à l'origine de ces malheurs. Vous le savez? Mais que voulez-vous? Moi, je ne lis pas ces choses-là. Je sais ce que je sais, elle sait ce qu'elle sait. C'est une question personnelle entre elle et moi et Dieu. Par conséquent, je ne rentre pas dans ces états. Vous n'êtes pas le premier journaliste à avoir dit cela. Je le sais. Je dis, ma mission, puisqu'elle n'est pas là, c'est de conduire nos enfants à une vie paisible. Que demain, elle puisse voir ses enfants et dire, c'est pas possible, mon mari a quand même tenu le coup, ses enfants ont grandi, ils ont une belle vie, ils ont une belle carrière, et qu'elle puisse retrouver ses enfants dans des conditions idoines. Pour le reste, je ne fais pas de commentaires sur des commentaires.
Vous en avez le droit. Alors, il semble aussi que vous êtes en délicatesse avec certains de vos bailleurs, principalement ceux des immeubles où se trouvent vos cabinets. Non. De quoi vous accuse-t-on? Moi, je ne sais pas. Vous ne savez pas, donc, d'accord. Il y a des contentieux qui sont là. Bon, j'attends les contentieux. Vous savez, les gens racontent beaucoup de choses. Alors, pour terminer avec vous, nous avons également appris que vous aimez bien la cuisine. J'adore la cuisine. Vous aimez l'art culinaire. Qu'est-ce qui a développé cette passion? Ben, c'est ma mère. Vous savez, quand j'étais petit, ma mère nous obligeait toujours à nous occuper aux travaux de ménage, la cuisine, laver les plats, aller chercher l'eau, parce qu'il n'y a pas toujours eu l'eau partout dans ce pays. On allait puiser de l'eau, comme mon père était fonctionnaire, on puisait de l'eau, et puis elle nous apprenait à faire des petits plats, des petits mets. Ça m'a beaucoup aidé quand j'ai quitté ma famille pour l'Europe, où j'ai été obligé moi-même de faire mon petit dîner le soir, etc. Et j'ai gardé cette habitude, donc tous les dimanches, je vais faire mes courses, et puis je fais à manger, et puis avec les enfants, on se fait un petit repas du dimanche. D'accord. Merci, maître, de vous être prêté au jeu. Ben, je suis obligé, puisque... Non, vous savez ceux qui refusent d'affronter l'opinion parce qu'ils croient que ce qui est dit est toujours vrai, ce n'est pas toujours vrai. On dit beaucoup de choses, mais voyez-vous, on ne parle que de ceux qui bougent. Ceux qui se planquent, on n'en parle jamais. Vous savez, c'est comme dans les matchs de football. Hein? Parmi les 11 joueurs qui sont sur le terrain, on dit beaucoup de bien parfois. Mais souvent aussi, on dit beaucoup de mal. Mais ceux qui restent sur le banc, on n'en parle jamais. Cathy, merci. J'aime bien le mariage entre votre coiffure et vos boucles d'oreilles. Merci. Allez, excellente soirée. Cédric Idriss de Yaoundé voudrait savoir, maître, ce que vous pensez de la justice camerounaise. Est-ce que vous pensez qu'elle est juste? Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je vous invite à être court dans les réponses. Ben, écoutez, la vérité judiciaire, elle est souvent relative. Mais la vérité, celle qui demeure quand nous avons disparu, elle est absolue. Et je crois que ce sont les hommes qui la produisent. Et ma conviction profonde, c'est que notre justice, dans la majorité des cas, elle est juste. Mais il y a toujours une sphère où les influences multiples Cédric de Yaoundé font en sorte qu'elle ne soit plus juste. Cédric du Cradat écrit « Je veux savoir quel tribunal devrait juger M. Dipanda Mouele, qui en 1992 avait déclaré un faux résultat à l'élection présidentielle. » Oui, écoutez, quand la Cour suprême a jugé, elle a cessé d'être juge. Et lorsque la Cour suprême a jugé, il n'y a plus de juge au-dessus de la Cour suprême. Que pensez-vous? Pensez-vous que la création du tribunal, je vous l'ai dit, je suppose que la personne veut parler du tribunal criminel spécial, vise les faibles ou les barons de la République? Je crois que c'est un jugement discriminant. Par conséquent, je suis d'accord avec la pensée profonde de ce téléspectateur. Maître, que conseillez-vous en tant que spécialiste du droit à Marafa Amidou Yaya par rapport à ses multiples révélations à travers des lettres ouvertes? Je crois que c'est une posture personnelle. Elle est fondamentalement politique. Moi, je suis un technicien. En tant qu'avocat, j'aurais eu une autre démarche d'expert judiciaire. Mais il a fait un choix qui est un choix politique. Il faut le respecter, c'est sa liberté. En tant que sur ce plan-là, maître, vous êtes farouchement opposé à... Enfin, vous contestez sa démarche. Pourquoi? Je ne la conteste pas. Je dis que c'est sa liberté. Et quand j'accepte sa liberté, il faut qu'il accepte les autres postures de ceux qui ne partagent pas l'expression de sa liberté telle qu'elle est. Mais je dis, moi, je respecte sa liberté. Même si je n'étais pas d'accord avec lui, je me battrais pour qu'il puisse l'exprimer. Quand une de ces lettres sont publiées dans les quotidiens, qu'est-ce que vous faites? Vous courez pour acheter le journal ou bien vous vous dites c'est des pétards mouillés, comme dit le ministre de la Communication? Non, vous savez, les commentaires ont ceci de terrible qu'elle exprime toujours. Est-ce que ça vous intéresse quand une nouvelle lettre, on en est à la 4e, ça vous intéresse quand une lettre de Marafa Amidou Yaya sort? Est-ce que ça vous intéresse d'acheter rapidement le journal pour voir de quoi ça retourne? Non, ce n'est pas la question. La question est que le traitement judiciaire des questions soulevées dans les lettres ne règle pas la question fondamentale du politique. L'opinion a besoin de réponses. L'opinion a besoin de réponses.
Sur la question, par exemple, du crash de Camer, il faut que des réponses soient fournies à l'opinion. Le traitement judiciaire concerne... De ce point de vue, sa sortie par rapport à la 4e lettre a été utile à l'opinion nationale au Cameroun. Parce que là, elle a réussi à ressusciter un problème qui était presque enterré. Je ne pense pas. Je pense simplement qu'elle a dit des choses qui étaient inexactes, mais suscité des choses qui intéressaient le Camerounais. Chose inexacte, la question de la condamnation de l'entreprise sud-africaine pour la mauvaise exécution du contrat de maintenance des avions Camer n'a rien à voir, je voulais dire ici, avec l'indemnisation des victimes. L'accident, en termes de question d'indemnisation, renvoie à l'assurance, à savoir la société Chanat et Private. La question est, est-ce que les victimes ont été entièrement et totalement indemnisées? Et à cette question, vous dites oui. Mais non, moi je dis pas oui. J'indique simplement que les deux problèmes sont distincts. Mais le fait de les avoir accrochés ensemble renvoie dans l'opinion l'image où sont passés les 32 milliards 5. Et je vous la pose la question. Il y a pas mal de gens qui nous regardent à la maison et qui se demandent toujours bien... Je n'ai pas de réponse si je les avais. Le ministre de la Communication dit que cet argent se trouve dans les... Je ne les ai pas. Vous en pensez quoi? J'indique simplement que l'opinion a besoin de savoir. Et la transparence dans la gouvernance impliquerait que, n'est-ce pas, les réponses soient apportées de manière sereine, simple, sans rentrer dans des compétitions et des conflits inutiles de commission. L'opposition parlementaire a essayé d'initier une enquête parlementaire autour de ce sujet dans le cadre de la session qui vient de s'achever. Vous auriez été député, que vous aurez voté pour l'ouverture de cette enquête parlementaire ou pas? La réponse est oui. La réponse est oui pour l'ouverture de l'enquête parlementaire. Pourquoi? Mais parce que j'estime qu'en démocratie, mieux vaut savoir que de ne pas savoir. On ne sait pas ce qu'on va découvrir. Il est préférable de mettre l'information à disposition de l'opinion que de laisser les rumeurs s'installer et de créer un climat délétère où chacun invente sa vérité. Voilà ma posture. Question de téléspectateurs. Que risque l'ancien ministre Marafa Hamidou Yahya sur le plan pénal? Mais écoutez, moi je n'ai pas le dossier. Je connais le chef d'inculpation, mais je ne connais pas le dossier. Je peux simplement vous citer ce que l'article 184 du Code pénal, qui régit, n'est-ce pas, le détournement des deniers publics prévoit. Lorsque le détournement est supérieur à 500 000 francs, c'est la condamnation à vie. Donc par conséquent, voilà ce que dit les textes. Est-ce que le dossier correspond à l'article 184? Ça, c'est le dossier qui va l'exprimer. Je ne suis pas avocat dans ce dossier. C'est la seule information que je puis donner à vos téléspectateurs. C'est une affaire judiciaire ou bien une affaire politique ou judiciaire pour vous, en tant que spécialiste homme de droit? Je ne suis pas constitué, donc je ne peux pas donner des réponses de ces avocats. C'est eux qui le diront au moment de découvrir les documents, si c'est une affaire judiciaire ou politique. Si les éléments qui lui sont reprochés sont avérés, à ce moment-là, ça deviendra une affaire judiciaire. Si on se rend compte qu'en fait, il y a une instrumentalisation de la justice, ils vous diront que c'est une affaire politique. Ce n'est pas de mon ressort de l'indiquer. Julien? Oui, il y a quelques jours, je vous ai entendu sur une radio de Douala, notamment sur la FM 105. Vous étiez, non, je crois, Certif Littoral, dans une interview. Vous avez dit que vous condamniez l'interdiction qui a été prononcée par le préfet de Yaoundé 2. Du sous-préfet. Du sous-préfet de Yaoundé 2, qui avait donc interdit l'Assemblée générale du barreau. Qu'est-ce que vous reprochez à cette interdiction, étant donné que le préfet avait brandi la menace de l'ordre public? Écoutez, si vous considérez que les avocats sont devenus des casseurs et qu'ils sont capables d'aller payer plus d'1 million de francs pour louer le palais Congrès pour venir avec des couteaux et des gros-dins casser les meubles du palais Congrès et se taper dessus, c'est que vous avez peu de considération pour les membres de cette auguste profession. J'indique tout simplement qu'à chaque fois qu'on interdit que des gens qui font partie d'une profession se réunissent pour régler le problème, ça me pose problème. C'est la même question qui m'interpelle par rapport aux artistes. Laissez les gens se réunir, prendre des décisions, quitte à les contester. Mais chaque fois que vous interdisez aux gens qui ont la légalité reprise avec eux de se réunir, vous créez des frustrations dont les conséquences peuvent être plus graves, n'est-ce pas, que la protection ou la prévention du trouble à l'ordre public. Le sous-préfet avait d'autres moyens pour éviter, n'est-ce pas, les troubles à l'ordre public. Il aurait pu envoyer des gendarmes et des policiers regarder pour voir si au moment où les avocats se réunissent, ils se tapent dessus ou ils cassent des choses. Mais présumer que plus de 1000 avocats qui se déplacent sur l'ensemble du territoire,
Parce que sur le plan financier, ils ont exposé des frais énormes. Mais il se trouve que c'est l'un des vôtres même qui... Peu importe. C'est ça la neutralité de l'État. C'est ça la neutralité de l'État. L'État n'est pas là pour faire plaisir à X ou Y. L'État doit être impartial. L'État exemplaire doit être impartial. Donc, par conséquent, alors, qu'est-ce qu'on préfère? On préfère que, évidemment, 2 ou 3 personnes aillent se réunir dans une chambre d'hôtel, fassent un communiqué pour dire « Nous convoquons l'Assemblée pour le 11 août ». Soit, nous y serons. Mais est-ce que cette Assemblée convoquée pour le 11 août a été convoquée dans les normes prévues par la loi? On va voir ce qui va se passer le 11 août. Que personne ne pense que nous allons demander l'interdiction de cette Assemblée. Mais j'ai dit que chaque fois que dans un corps intermédiaire, comme celui des avocats, des médecins, des artistes, il y a un problème, laissons d'abord les membres de la profession se réunir. Observons ce qui va en sortir. Ne présumons pas de ce qui va se passer. N'indiquons pas, et c'est très grave quand vous indiquez à l'opinion publique que les avocats peuvent être des casseurs, les troubleurs d'ordre public. C'est une image extrêmement négative que vous envoyez à l'opinion. La question de Julien nous a permis justement d'aborder l'un des axes de notre échange de ce soir. Comment est-ce que vous comprenez les problèmes récurrents à la tête de cette institution? Est-ce que c'est des problèmes de leadership ou bien c'est des problèmes qui se posent au niveau de l'interprétation des textes qui régissent le fonctionnement ou l'organisation justement de l'Assemblée générale de cet ordre? Écoutez, il n'a pas été toujours ainsi. C'est la première fois dans l'histoire du barreau du Cameroun que les 2 organes de régulation de notre profession sont en conflit. Des conflits qui ont amené à des échanges épistolaires, et publics, même judiciaires, des conflits jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Que les textes qui régissent le fonctionnement du barreau sont flous? Ces deux perceptions de l'analyse des textes qui régissent notre métier. C'est pour cela que moi, je suis un peu triste de voir que ce débat continue à nourrir les colonnes des journaux et les plateaux de télévision. Laissez-nous nous réunir. Nous réglerons nos problèmes en interne. Ça a toujours été fonctionné comme ça. Pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce que les 2 organes n'arrivent pas, ont une interprétation différente des statuts? Mais voyez-vous, je m'appelle Charles Chungan. Bien sûr. Maître Eta Besson, il est vivant. Maître Méli, président de l'Assemblée, il est vivant. Interpellez-les. Je ne puis... Sur moi, ça ne s'est pas passé. Parce que nous savons comment on règle déjà des problèmes en interne. Maintenant, ils ont exposé leurs divergences. C'est à eux d'expliquer à l'opinion pourquoi un corps d'élite comme le nôtre a exposé de manière aussi triviale ces problèmes ordinaux à l'extérieur. Nous avons des organes pour régler ce type de conflit. Alors, chaque fois que vous voulez régler... Comment avez-vous pris la médiation de Maître Nico Allé? Écoutez, vous savez, moi j'ai ma position là-dessus. Je ne vais pas vous l'exposer ici au risque de créer un nouveau conflit. J'indique simplement que dans nos textes, il n'est prévu ça nulle part. Mais lorsque vous dites que ça ne s'est jamais produit, on se souvient qu'à la fin de votre mandat, la même Assemblée générale s'était terminée presque en queue de poisson. Non. Ce n'est pas la première fois que vous avez été même contraint, je pense, à la démission. L'Assemblée ne s'est jamais terminée en queue de poisson. Mais il y avait beaucoup de cas, ça a duré plusieurs jours. Extrêmement tumultueux. Non, je pense que vous avez une mémoire courte de l'histoire du barreau. Il n'y a jamais eu de problème lors, n'est-ce pas, de l'Assemblée qui aurait dû me reconduire. Il y a eu une violation de la loi et j'ai indiqué que je n'entendais pas participer à la violation de la loi parce que nous passons notre temps à critiquer le gouvernement, à critiquer l'institution de violer les lois de la République, comme je viens de le faire pour le TCS. J'ai indiqué à mes collaborateurs, aux membres de mon conseil, que je n'entendais pas poursuivre ce processus électoral et que j'avais décidé de présenter mon retrait. Est-ce à dire donc que le verre est dans le fruit, en fait? Le verre était dans le fruit, puisque aujourd'hui, je note simplement que la même violation a persisté. Et c'est pour cela que l'affaire est sur la table publique. Mais pourquoi pensez-vous que vous seul à l'époque, vous et votre équipe de quelques dizaines de personnes, étiez sur le droit chemin et que les autres ne l'étaient pas? Vous voulez que je vous explique? Parce que je pense que les questions de droit, c'est des questions d'interprétation. Bien, je vais vous expliquer simplement. Puisque vous insistez sur cette question. Le texte indiquait, ou indique toujours, que le président de l'Assemblée générale est élu à la majorité absolue au premier tour.
si l'ensemble des candidats n'obtiennent pas, un des candidats n'obtient pas la majorité au premier tour, on passe au second tour. Et au second tour, celui qui vient en tête, quel que soit son suffrage, est proclamé président. Il se trouve qu'à l'époque, il y avait beaucoup de candidats au premier tour. Aucun d'entre eux n'a obtenu la majorité absolue. Le cohue des gens qui étaient là a décidé que celui-là qui n'avait pas la majorité absolue, mais qui était en tête, devait être proclamé président. Mais ça veut dire que les textes ne sont pas tout à fait clairs. Non, non, les textes sont clairs. Oui. J'ai indiqué donc que si le bureau qui présidait l'Assemblée ce jour-là ne passait pas l'élection au second tour pour voir le candidat élu à la majorité simple, je ne poursuivrai pas ma participation à cette assemblée. Ce n'est pas compliqué. Et je m'excuse de revenir là-dessus. J'en ai pas fait un drame. Hein? Parce que voyez-vous, quand je suis né, il n'y avait pas dans l'héritage de mon père intitulé Batona, n'est-ce pas? Donc par contre, j'ai laissé. Et on voit aujourd'hui à quoi cela aboutit. Et j'en suis le plus triste de l'ensemble des avocats. Certains trouvent que vous ne vous êtes pas suffisamment impliqué dans le cadre de la résolution de cette crise, maître. Ben écoutez, voyez-vous, j'étais le bâtonnier sortant. Si j'avais posé quelques actes que ce soit pour soutenir M. Méli, soit pour soutenir M. Etabesson, on aurait dit de quoi se mêle-t-il? J'ai eu la décence de me taire. J'ai eu la décence de me taire parce que je considère qu'il ne m'appartenait pas, après m'être retiré, de revenir par la fenêtre, dire que j'avais gagné parce que j'avais vu le mal venir. Et je maintiens cette posture jusqu'à aujourd'hui. Si je suis sollicité par les instances de mon ordre pour apporter ma contribution à l'éclairage des difficultés qui se passent, je serai là. Mais qu'on ne compte pas sur moi pour entrer dans des batailles de leadership alors que j'ai fini le mandat que j'avais sollicité des électeurs. Donc par conséquent, je refuse d'entrer dans cette querelle. Alors maître, on sait que vous êtes opposé à l'éclatement du barreau. On voudrait bien comprendre pour les téléspectateurs, est-ce que vous pouvez expliquer les raisons pour lesquelles vous êtes opposé à l'éclatement envisagé du barreau du Cameroun? Alors, je veux simplement indiquer des choses simples. Le monde, aujourd'hui, il est un. Le monde aujourd'hui, qu'il s'agit des marchés financiers, qu'il s'agisse de l'organisation, n'est-ce pas, des pouvoirs, qu'il s'agisse des Nations Unies, qu'il s'agisse des interventions militaires dans des secteurs, qu'il s'agisse des regroupements régionaux, au moment où tout le monde s'agrège pour mieux résister aux difficultés, vous voudriez donc que le barreau puisse prendre le chemin inverse et s'exploser. Nous avons au Cameroun 10 régions. L'éclatement du barreau suppose donc que dans chaque région, il y a un barreau. Si je dois respecter le principe constitutionnel. Sinon, on va entrer encore dans les fausses inégalités où on va dire telle région et telle région auront un barreau, telle autre région et telle région. Les autres régions vont dire pourquoi telle région a un barreau et nous, on n'a pas de barreau. Cette option va résoudre quel problème? Deuxième difficulté, les finances. Si vous créez des barreaux par région, vous aurez le pôle de Yaoundé et le pôle de Douala qui vont fonctionner parce qu'ils sont les plus nombreux. Les cotisations vont faire en sorte que ces deux barreaux fonctionnent et naturellement vont écraser les autres barreaux. Troisième explication, le barreau est naturellement dans un état de droit un contre-pouvoir. Je dis bien un contre-pouvoir. Si vous éclatez le barreau, c'est que vous l'affaiblissez. Et souvenez-vous, là, dans les années 90, lorsqu'on a voulu éclater le barreau, c'est parce que sous la houlette de Bernard Mouna, le barreau avait atteint une puissance en termes politiques telle qu'on a dit, bon, il faut qu'on casse ces gens-là pour qu'ils ne nous embêtent plus. Si la question de l'éclatement du barreau est expliquée par une question de gouvernance, c'est pas compliqué. On n'est pas 2000. Nous sommes combien de Camerounais? Et y a-t-il 2 présidents de la République dans ce pays? Pourquoi le barreau serait-il plus difficile à gouverner que les 22 millions de Camerounais? C'est la question. Mais il y a des pays en Afrique et ailleurs dans le monde qui ont plusieurs barreaux et ça marche. Bien sûr. Et pourquoi pensez-vous que ça ne pourrait pas marcher dans le cas du Cameroun? Je n'ai pas dit que ça ne marcherait pas. Je dis que les conditions structurelles du Cameroun sont différentes de celles-là. Les barreaux dans ce pays dont vous parlez, non seulement sont des barreaux subventionnés, sont des barreaux riches, et sont des barreaux qui n'attendent pas seulement les cotisations. Parce que la situation actuelle maintient les Camerounais dans un climat où tous les avocats sont regroupés à Douala, Yaoundé et dans une moindre mesure Boya.
Et puis partout ailleurs, il n'y a pas d'avocats. On est obligé d'importer des avocats de Douala ou bien de Yaoundé pour aller à Bertoua suivre des affaires et ça revient cher pour le justiciable. Je suis d'accord avec vous. Mais quand j'étais battu, j'avais proposé la solution. Le problème, c'est que si l'autorité ne veut pas prendre les mesures, parce qu'à un moment donné dans l'histoire d'un pays, pour permettre au pays d'avancer, on est obligé de faire des sacrifices, de demander des sacrifices aux citoyens pour que ça avance. À l'époque, nous avions proposé, parce que le concours était bloqué, vous vous souvenez, que le concours fût débloqué, à condition que les concurrents choisissent des juridictions dans lesquelles il n'y avait pas suffisamment d'avocats. Quand je me suis rendu compte que cette solution n'intéresse pas beaucoup de gens, j'ai exigé un concours national qui m'a été accordé et que j'ai organisé. Donc, par conséquent, ce n'est pas parce que la question est bonne que la solution est toujours la meilleure. C'est comme le TCS. Mauvaise réponse à de bonnes questions. On va prendre le duel tout à l'heure pour permettre à l'un des intervieweurs de vous affronter plus directement. On voit bien qu'il y a beaucoup de questions qui sont encore à poser. Je prends rapidement quelques SMS en 2 minutes et je vous invite à être rapide dans les réponses, Maître Charles Tchunga. Pourquoi Hervé Emmanuel Com n'est-il pas inscrit au barreau du Cameroun? Est-il avocat ou pas? Hervé Emmanuel Com, aujourd'hui... Question de téléspectateurs, oui. Hervé Emmanuel Com a été inscrit. Il y a eu une contestation d'inscription. Les juridictions sont saisies. On attend les décisions. La Cour suprême a rendu une première décision indiquant que, n'est-ce pas, la décision qui avait été prise pour annuler son inscription était illégale. On attend maintenant ce que la Cour de renvoi va décider. Je ne commande pas, n'est-ce pas, les décisions de justice en cours. Quel rôle devrait jouer le barreau du Cameroun dans l'amélioration du système judiciaire de notre pays? Question de M. Aounke. Je crois que le barreau du Cameroun doit s'impliquer totalement. D'abord dans la production des normes qui organisent la justice dans notre pays, mais également dans la production elle-même, n'est-ce pas, des décisions de justice, en contribuant à éclairer les magistrats, n'est-ce pas, sur les faits et la manière dont la justice doit être rendue. Maître, êtes-vous pour ou contre l'opération Épervier? C'est Naderge de Bouya. Écoutez, la notion m'apparaît juridique. Si vous me dites, est-ce que je suis pour ou contre la lutte contre la corruption et le détournement de deniers publics, la réponse sera oui. Opération Épervier en droit, je ne sais pas ce que ça veut dire. N'est-ce pas parce que les avocats ont déjà eux-mêmes trop de problèmes que le problème de la justice criminelle spéciale a été confié aux profanes? Pour l'interrogation, une question de téléspectateur. Je ne comprends pas bien la question. C'est parce que, on peut la reformuler, hein. Est-ce que le tribunal criminel spécial a été confié à des mains inexpertes parce que les avocats ont déjà beaucoup de problèmes? Quelles sont ces mains inexpertes? Parce que je ne comprends toujours pas la question. Le téléspectateur suppose que vous avez dit sur ce plateau que le tribunal criminel spécial n'est pas la bonne formule pour répondre à la question. Non, je voulais quand même dire que ceux qui vont administrer ce tribunal, ce sont des magistrats. Et des magistrats de haut rang, parfois des éminents magistrats. On verra le maçon. Des éminents juristes. La question n'est pas là. Si vous donnez une voiture piégée à un bon chauffeur, il fera l'accident. De toute façon. Moi, je dis que la voiture, là, n'est pas bonne. Parce que ça nous mène dans le mur. Et puis, l'histoire jugera. Vous savez, aujourd'hui, chacun dit ce qu'il veut. Il y a 6 mois, nous l'avions dit. Nous avons dit que ce tribunal n'est pas bon pour la République. 6 mois après, on ressaisit la même Assemblée nationale qui nous refait le remède. Je redis que ce remodélage, ce n'est que la poudre aux yeux. On verra dans quelques mois que ça ne nous donnera pas les bonnes réponses aux bonnes questions posées. Quelle différence y a-t-il entre le coupable et le présumé coupable et pourquoi les deux devraient-ils se retrouver en prison? C'est une question de Bruno Léo de Yaoundé. Non, il n'y a pas de présumé coupable, il n'y a que le coupable. Il n'y a pas de présumé coupable. Ce sont des infractions qui sont présumées. Mais la culpabilité, elle est unique. Toute personne poursuivie, dit la Constitution, est innocente jusqu'à ce qu'une juridiction impartiale, inéquitable et juste, donnant les garanties des droits de la défense, n'ait reconnu sa culpabilité. Il n'y a pas de présumé coupable. Croyez-vous en l'alternance au Cameroun en 2018? Je vous ai dit que j'ai répondu à cette question. Les dates m'importent peu. Si vous aviez un conseil, je prolonge la question du téléspectateur, si vous aviez un conseil à donner au président de la République du Cameroun actuel, vous lui diriez de se représenter en 2018? Je lui dirais de regarder son pays dans les yeux et d'organiser avec beaucoup de calme et de sagesse qui sont des caractères que je lui admets,
de faire en sorte que ce pays échappe à la violence de la guerre civile. On va tourner une transition et on revient pour le duel. À tout de suite. Maître Charles Tchongan, c'est l'une des rubriques importantes de cette émission. Vous allez devoir affronter l'un des deux intervieweurs qui m'accompagnent ce soir. Et ça se fait de façon démocratique. Nous avons deux sortes de postiches. Vous allez ouvrir l'un des deux et puis vous choisirez lequel de Julien ou de Frédéric va vous affronter dans ce que nous appelons le duel. Apparemment, c'est Julien. Julien Chongwan. On prend le duel, Julien. Maître Charles Tchongan, je vous laisse pour 5 minutes. Alors, maître, il y a quelques années, vous étiez le bâtonnier. Est-ce que vous êtes satisfait de votre passage à la tête du barreau du Cameroun? Écoutez mes confrères, ils vous le diront. Justement, les confrères disent que votre passage n'a pas été bon parce que vous avez fait un certain nombre de promesses qui n'ont pas été tenues. Par exemple, le siège du barreau du Cameroun. Qu'en dites-vous? Écoutez, moi je vais vous raconter une histoire. Votre vox pop du barreau n'est pas bon puisque en fait, je crois que votre départ de la chronique judiciaire vous a fait perdre un peu vos sources. Ce que j'entends aujourd'hui par mes confrères ne correspond pas à ce que vous dites. Mais comme vous m'interpellez sur une question particulière, parce qu'en fait, de ça il s'agit. Parce que mon programme, c'était pas le siège du barreau. Ça faisait partie de votre programme. Bien. La construction. Bien. Je suis donc. D'un terrain pour la construction. Donc, je vous indique donc que le terrain a été acquis. Il a été, n'est-ce pas, terrassé. Même la première pierre, la première pierre par les garçons a été prévue. Et puis, vous savez, comme ce pays n'aime pas ce qui marche, la coalition de ceux qui n'aiment pas, on considère qu'on a raconté beaucoup de choses, etc. Le terrain est toujours là. Mais il semble qu'il y a un litige, vous êtes allé au tribunal avec ça. Je ne suis jamais allé au tribunal à personne. En tout cas, je veux dire l'affaire. Écoutez, monsieur, c'est le maire d'un fou, le défunt Protais Armand, qui a vendu ce terrain. On l'a acheté devant notaire. Donc, par conséquent, ceux qui disent cela doivent nous donner des éléments vous permettant d'apporter des informations crédibles à l'opinion. Voyez-vous, quand vous n'aimez pas quelqu'un, il est facile d'aller collecter des informations ici et là pour venir appâter l'opinion publique. Je vous ai dit, c'est un duel ou pas? C'est un duel ou pas? Vous sortez une information, je suis obligé de vous indiquer qu'elle n'est pas fondée. Si ce n'est pas un duel, dites-moi que ce n'est pas un duel, que c'est une négociation entre vous et moi. Donnez-moi des informations précises, je vous donnerai des réponses précises. Alors, la documentation de l'ordre existe, donc c'est vérifiable par tous. Il semble que vous aviez prévu d'inviter le ministre de la Justice pour la pose de la première pierre. Il ne semble pas, je l'ai invité. Et est-ce qu'il est venu? Le marbre avait même été déjà fait en lettres d'or. Le garde des Sceaux, les gens sont allés le voir pour lui dire que c'était un terrain qui appartenait plutôt à quelqu'un d'autre, etc. C'était qu'il y avait une querelle. Si des enquêtes simples avaient été faites, puisque le vendeur c'était l'autre que le maire, une autorité quand même, hein, devant un notaire, si on avait fait la petite recherche idoine, ça allait tellement vite sous moi que certains de mes contradicteurs m'appelaient à l'époque Sarkozy, parce que ça allait tellement vite que les gens avaient le tournis, ils ne comprenaient pas pourquoi ça marchait aussi vite sous moi. Et évidemment, quand on a dit, si le garde de Sceaux inaugure le siège, là, le gars va être reconduit dans son mandat, donc il faut qu'on trouve des choses pour raconter l'histoire. Je ne suis pas dans la polémique. Je veux des contestations fondées sur des faits. Mais c'est des faits, maître. Lesquels faits? Les sièges n'existent toujours pas. Mais ils ont bloqué. Ça fait 4 ans ils ont bloqué, que vous avez quitté le bâtonnat et le principe de la continuité aurait voulu que si les choses avaient été... Il voulut que ceux qui m'ont succédé poursuivent, n'est-ce pas, mes réalisations. Il se trouve qu'ils ont passé tous les 4 ans à démonter ce que j'ai construit. Est-ce qu'il existe un titre foncier au nom du barreau sur ce terrain? Il y a un titre signé, il y a un titre, parce que c'était un terrain qui faisait partie du domaine national. Vous savez comment ça se passe? Quand vous accédez à un titre qui appartient au domaine national, vous acquérez ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les droits de ceux qui étaient là avant pour introduire la procédure d'immatriculation. Et bien cette démarche avait été engagée. Et il nous avait été autorisé de démarrer les travaux. Et nous avons consulté un architecte, une architecte, qui avait fait les plans de construction, n'est-ce pas, de ce siège.
Et ce n'est pas moi qui ai choisi le site. C'est une commission mise en place par le Conseil de l'Ordre, avec le président de l'Assemblée générale de l'époque, qui était allé visiter les 2 sites qui nous avaient été proposés et qui avait choisi ce site-là. Donc, par conséquent, votre querelle et votre duel m'apparaît sans fondement. Et comment pouvez-vous justifier que certains de vos confrères du barreau estiment que c'était un bluff? Comment pouvez-vous justifier que Cathy vienne me poser une question sur une affaire qui est en justice, concernant soi-disant des loyers? Bon, maître, j'avais assisté personnellement à Ndokoti, au tribunal de Ndokoti, où vous aviez inauguré ce que vous aviez appelé à l'époque la maison de l'avocat. Oui. Et vous disiez que tous les tribunaux de la République devaient avoir une telle salle. Est-ce que cette salle existe toujours? Mais vous savez, quand vous annoncez un programme, ça s'inscrit dans le temps et dans un processus. Nous l'avons fait, nous l'avons fait à Boya, nous l'avons fait à Ndokoti, nous l'avons fait ici à Bonanjo, etc. Donc, vous pensez, j'ai été le premier bâtonnier du Cameroun à faire le tour des 10 provinces de ce pays pour porter la parole du barreau. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait, j'ai même passé 2 nuits. En fait, moi, j'ai demandé si ces maisons d'avocats existent toujours. Interrogez les dirigeants d'aujourd'hui. Vous savez, quand vous construisez une maison et que votre successeur vient la détruire, vous faites comment? Vous allez interroger la personne qui était là avant? Est-ce que c'est pas parce que les fondations de la maison étaient, si on la détruit aussi facilement? Je l'ai inaugurée. Si vous étiez à Ndokoti, est-ce que vous étiez là? Est-ce que vous avez vu la maison ouverte? Oui. Est-ce que vous avez vu le discours du président du tribunal? Oui. Est-ce que vous avez vu le matériel qui était? Vous étiez là? En général, c'est nous qui Est-ce que vous étiez là? Est-ce que vous avez vu le matériel? Est-ce que vous avez vu le matériel? Oui, est-ce que vous avez vu le matériel ce jour-là? Bien. Donc, par conséquent, Ndokoti a existé. J'ai signé une convention pour la gestion de cette maison d'avocat. À Bonanjo également, c'est Beth Fopara qui gère la maison d'avocat. J'ai dit tout simplement que poser des questions. Vous avez certainement été instrumentalisé par des gens qui, en fait, ne sont pas habiles à poursuivre la construction des temples dont les fondations étaient opposées par d'autres. Moi, quand les 5 minutes... Nous n'avons pas été instrumentalisés, c'est tout simplement parce que nous sommes passés là et la maison ne fonctionne plus. Les 5 minutes... Demandez à ceux qui ont pris la gestion après moi. Les 5 minutes imparties à cet échange plus direct entre Julien et Maître Charles Tchongang sont écoulées. On va rapidement dérouler des SMS que nous avons reçus. Frédéric qui voulait poser une question. Non. Enfin, moi, je veux bien. Je m'en voudrais de ne pas poser cette question. Allez-y, très rapidement. Oui. Vraiment, avec votre permission. Oui. Maître, vous estimez que le rapatriement des restes de l'ancien président du Cameroun, Amadou Ahidjo, relève d'une affaire familiale. Est-ce que vous êtes vraiment convaincu et qu'est-ce qui vous fonde à croire cela? Mais qui vous fait dire cela? Parce que je vous ai entendu sur un plateau de télé et vous nous avez accordé une interview au Messager. Et dans les coulisses, avant l'interview, on a eu à discuter, entre autres choses, et je crois vous avoir entendu dire une telle chose. Alors, comme vous êtes capable de me sortir des conversations en off, je voudrais donc vous donner ma réponse entière, puisque ce n'était pas une question. Tout à fait. Et la réponse entière dit quoi? Elle est celle-ci. Le Cameroun aujourd'hui indique qu'il n'y a pas d'obstacle, c'est la position de l'État, il n'y a pas d'obstacle au rapatriement des restes du président Ahidjo. Tout dépend de la position de la famille. Le conflit porte sur quoi? Le conflit porte sur le fait que l'État décide de rapatrier officiellement les restes du président Ahidjo et lui offre des obsèques nationales. Moi, je suis un juriste et je m'excuse d'être comme ça. Nous savons le sort que l'État a réservé à l'ancien chef de l'État. Je me souviens qu'il a été jugé et condamné pour atteinte, n'est-ce pas, à la sécurité de l'État. Pour qu'une telle démarche ait lieu, j'indique à tout le moins que tous les héros nationaux de ce pays doivent pouvoir bénéficier du même statut dans un élan global de pardon national. Donc, c'est tout. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas que ces restes deviennent. Et je voulais vous surprendre. Je suis un des rares Camerounais à avoir été au cimetière Yoff, à Dakar, le jour où les restes du président Ahidjo étaient mis en terre. Et j'étais l'invité du président Abdou Diouf. C'est vérifiable et l'ambassadeur Menouga, qui n'est pas encore décédé, peut vous le confirmer, puisqu'il à l'époque avait refusé
n'est-ce pas, de nous accompagner au cimetière Yoff. On va faire un exercice très compliqué, Maître Charles Tounga. On va en 3 minutes, et j'espère suivre votre diligence par rapport aux questions qui sont posées par nos téléspectateurs. On va recevoir Robert Charles Itok pour la synthèse dans 3 petites minutes. Je voudrais que d'ici à là, nous répondions un maximum de questions possibles. S'il vous était demandé de vous constituer comme avocat pour défendre Marafa Hamidou Yahya, c'est une question de téléspectateurs, est-ce que vous accepterez? La réponse serait non. Pourquoi? Parce que j'ai été un des acteurs, n'est-ce pas, de ce dossier et ma posture ne me permet pas d'être son avocat. Rembourser l'argent détourné pour éviter la prison, n'est-ce pas injuste alors que des petits délinquants sont envoyés en prison? Question de Kémou. La réponse est oui, mais avec nuance. Moi, je suis pour l'admission, dans le cadre du droit pénal camerounais, du principe de la transaction pénale. C'est-à-dire que le principe il consiste à dire que lorsque le préjudice est réparé, on peut négocier sa peine. C'est ça le principe de la transaction pénale. Ça ne veut pas nécessairement dire que lorsque vous avez payé, vous ne donnez rien à la société. Et donc, en réalité, dans le principe, vous êtes d'accord avec la constitution du tribunal criminel spécial? Non. OK. Pourquoi le concours des avocats est un mystère au Cameroun? J'ai fait ma part. Vous êtes en train de me faire l'histoire de Julien. Le procès de pourquoi après vous, ça ne marche pas. Sur moi, ça a marché. Et Julien vient me faire le procès. Juste aimé, Julien, t'entendre m'interroger sur la manière de financer l'ordre des avocats, sur pourquoi il n'y a pas d'examen, sur des questions qui concernent le Cameroun, les justiciables. Vous me dites pourquoi ça a marché sur vous et après vous, ça n'a pas marché. J'en sais rien. Que pensez-vous du procès du colonel Etonde Ekoto qui a son 69e renvoi? C'est Berthe de Djombe qui nous C'est le drame de lenteur judiciaire camerounais. Je ne veux pas faire des affaires prodomio. J'indique ce qui arrive à mon grand frère le colonel Etonde. C'est quelque chose qui arrive au Camerounais lambda tous les jours. C'est ce qui est important, c'est que c'est parce que ça lui arrive que tout le monde voit que ça lui arrive. Et ça peut arriver à n'importe qui demain. Il faut que nous mettions en place des mécanismes pour éviter que l'accusation contre un individu innocent présumé traîne aussi longtemps. Entre l'accusation et la décision, le temps doit être le plus court possible. Que pensez-vous des sorties médiatiques du ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakary? Par rapport à quoi? Les sorties médiatiques. Le ministre de la Communication est sorti à maintes reprises dans le cadre de l'opération Épervier, dans le cadre de l'affaire du crash de l'avion de la Camer en 1995. Un téléspectateur veut savoir ce que vous pensez des sorties du ministre de la Communication en tant que porte-parole du gouvernement. Et il est dans son rôle. Je suis Vincent Pem, collaborateur de Maître Teguero. Est-ce que vous pensez que la justice a un avenir dans ce pays, au Cameroun? Écoutez, chers jeunes confrères, si la justice n'a pas un avenir dans ce pays, il faudrait que nous tous nous quittions ce pays. Quel souvenir gardez-vous de la fessée nationale souveraine Talom de Berthois? Je ne sais pas à quoi il fait allusion, vous? Non, je veux seulement indiquer que c'est le qualificatif qui a été donné aux tortures que les Camerounais qui n'avaient commis aucune faute ni aucune infraction avaient subi. Ça a été utilisé comme cela pour essayer d'amuser la galerie. J'indique que des hommes d'État ont subi ces tortures dans leur chair. Des femmes qui n'avaient rien à voir avec des questions politiques ont subi ça dans leur chair. Moi qui étais l'avocat à l'époque de Jean-Jacques Kindi, parce que je voulais le voir, j'ai subi ça dans ma chair. Quand on parle de fessée nationale souveraine, c'est pour faire rigoler les gens. J'indique que tout acte de torture contre un être humain est un traitement indigne et dégradant. Le souvenir que j'en garde, c'est que je suis extrêmement fier vu le développement démocratique que ce pays a subi et la capacité qu'aujourd'hui les avocats ont la possibilité d'aller défendre leurs clients même lorsqu'ils sont dans les gendarmes. Est-ce que vous pensez que la justice est véritablement libre au Cameroun? Est-ce que vous pensez que le pouvoir judiciaire est un pouvoir autonome au Cameroun? Vous savez, moi je ne crois pas en l'indépendance des structures, je crois en l'indépendance des hommes. Chaque fois qu'un magistrat est capable d'être libre des influences tribales, des influences amicales, des influences associatives, des influences financières et des influences politiques, je dis que cet homme-là, il est capable, face à des situations difficiles, de dire le droit. On prend une courte transition et on accueille juste derrière Robert Charles Itok qui va faire la synthèse de nos échanges de ce soir. Tout de suite.
Robert Charles Litok, bonsoir. Bonsoir David. C'est un exercice bien compliqué de regarder une sorte d'échange pendant moins de 90 minutes et d'en faire la synthèse. C'est un exercice auquel vous êtes prêté ce soir. C'est très compliqué, encore que beaucoup de choses ont été dites, mais on va faire l'effort de donner la quintessence de cet échange. Ce qu'on retiendra donc ce soir est que revoir les textes du tribunal spécial est une victoire parce que à sa création, les textes étaient entachés, n'étaient pas adaptés. Et c'était véritablement ingérable. C'est la conséquence de la production des normes législatives au Cameroun. Toutefois, il n'est pas normal que dans un tribunal pénal, il y ait des personnes fortes et des personnes faibles. Vous pensez que ce procédé contribue à décrédibiliser la justice camerounaise? La question que le texte veut résoudre est bonne, mais cependant, c'est la réponse qui est mauvaise. Mettre un peu de peinture sur les textes n'occulte pas les critiques vis-à-vis de ce texte. Une justice équitable ne peut travailler sur la base d'un pareil texte. Aujourd'hui, les garanties fondamentales doivent être posées pour que les présumés coupables soient jugés de façon équitable et sans passion. Un doigt accusateur peut être pointé vers le barreau qui aurait pu faire plus s'agissant de ces textes et s'agissant des propositions, mais aussi du côté des députés, tout simplement parce qu'ils n'ont pas référé aux experts de la question. Les lenteurs judiciaires sont la plaie du système judiciaire camerounais. L'État du Cameroun doit investir dans la justice afin de résoudre, afin de la rendre rapide, efficace et sereine. Et ceci passe aussi par une réforme du système judiciaire. Ceux qui ont déclenché l'affaire Thierry Atangana, vous pensez qu'ils ont mis à mal le président de la République et l'accusé était au mauvais endroit et au mauvais moment. Parlant de l'opération Épervier, la méthode est critiquable. Celle qui est pratiquée aujourd'hui permet de s'interroger sur l'objectivité de cette opération. La justice camerounaise dans son ensemble est juste, mais les influences extérieures viennent altérer ces décisions. Les lettres de Marafa ont ceci de particulier qu'elles n'apportent véritablement pas de réponse à l'opinion camerounaise. Aujourd'hui, l'opinion a besoin d'avoir des réponses saines et sereines et non d'entrer dans des conflits de toutes sortes. Il ne faut pas laisser les rumeurs s'installer et créer un climat d'électeurs où chacun ira de son propre jugement. Parlant de l'interdiction de l'Assemblée générale des avocats, il faut laisser les gens se réunir et discuter de leurs problèmes. Il ne faut pas présumer ce qui va se passer pour éviter les frustrations qui peuvent engendrer autre chose. Le monde aujourd'hui est un tout. Le monde aujourd'hui est un. Et parler de l'éclatement du barreau ne devrait pas aller en marge de cette logique. Vous pensez qu'il faut créer les barreaux dans différentes régions posera deux problèmes, un problème de finances et un problème d'affaiblissement de cette institution. Si le siège du barreau n'est pas construit aujourd'hui, c'est parce que les gens de ce pays n'aiment pas ce qu'il marche et cependant le terrain, lui, est déjà un acquis. Au Cameroun, vous pensez que l'alternance est écrite dans l'histoire. Le problème qui se pose n'est pas celui de l'alternance, mais celui de la transparence et du respect du choix de chaque citoyen. Vous pensez que si ces deux principes étaient respectés, l'alternance serait un fait. Quand vous faites bouger les lignes, c'est la plus grande satisfaction que vous pouvez ressentir. Vous pensez que l'avocat est le seul contre-pouvoir légitime dans un pays de droit. Chacun a le droit d'avoir un avocat, même si dans la réalité, celui-ci est quelque peu méprisé. Vous quittez le barreau à cause des violations des lois électorales. Défenseur des causes perdues et fin gourmet, vous restez très solidaire des fautes commises par la profession. J'espère que... Deux choses à réajuster. Vous êtes d'accord avec ce résumé de nos échanges? Non, je veux dire que c'est une bonne synthèse. Parce que si en fait, je commence à corriger ici et là, on va recommencer le débat. Et je crois que les belles choses sont celles qui ont une fin. La grosse difficulté dans le discours, c'est de pouvoir savoir s'arrêter. Je pense que c'est une belle synthèse et j'espère que vos téléspectateurs ont apprécié ces échanges. Et j'ai essayé d'être le plus transparent et le plus sincère possible en acceptant parfois des choses qui ne me plaisaient pas. Mais que voulez-vous? C'est le prix de la démocratie. Ben Charlie, donc merci. Excellente soirée pour ceux qui en restent. On prend quelques questions de téléspectateurs et puis on va sortir. Avez-vous tenté de confisquer le barreau en n'organisant pas les élections à temps, Maître Charles Tchonga? Jamais. 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 Le contrat électoral a été dans ma gestion depuis le début. Donc nous avons programmé les élections depuis le début. Il y a eu quelques difficultés liées au fait que
nous avions dû organiser un examen extrêmement lourd. Et cet examen a fait en sorte que nous décalions, n'est-ce pas, l'organisation des élections, mais nous n'avons jamais pensé que cette élection ne pouvait pas avoir lieu. Je me souviens au demeurant que le même sous-préfet, je ne sais pas si c'était le même physiquement, avait tenté d'interdire l'assemblée électorale que j'avais convoquée. Et nous avons dit, il faut, nous, la seule façon qui fasse en sorte que les dirigeants de l'ordre soient légitimes et acceptés par le pouvoir, c'est qu'ils soient les relégitimés. Et c'est pour cela que nous avons forcé cette assemblée qui s'est terminée, malheureusement, comme il s'est terminé. Et nous n'avons jamais fait obstacle, n'est-ce pas, à l'organisation des élections. La notion de l'ordre public au Cameroun que brandissent souvent les autorités n'est finalement pas une notion passe-partout. Écoutez, je vais vous faire un petit cours de droit administratif, n'est-ce pas? L'ordre public, c'est un concept qui permet à l'État de garantir la sécurité individuelle et collective du pays. Mais l'autorité administrative a le pouvoir de prendre des mesures préventives pour éviter que l'ordre public soit perturbé. Mais ces mesures sont échelonnées. Vous ne pouvez pas interdire une réunion alors que vous avez une autre possibilité d'envoyer des gendarmes ou des policiers veiller à ce qu'il n'y ait pas de troubles. Vous ne pouvez pas interdire une marche alors que vous pouvez mettre un cordon de sécurité pour empêcher que les gens... Regardez en Ulster, qui est un pays qui a fait des aides de guerre. Quand les protestants, ils marchent, tout ça, on met quand même des voitures, des chars, des casques. Pourquoi on ne veut pas interdire la marche? Parce que si vous interdisez la marche, ça peut dégénérer en guerre civile. Donc par conséquent, le problème chez nous, c'est que dès lors qu'on dit « Ah, ils vont faire des grabuges », le premier réflexe sous-préfet, interdiction. On nous fait de gros signes à la réalisation pour dire que l'émission est terminée. Dernière question, votre alignement à la modification constitutionnelle qui consacre la non-limitation de mandat, c'est parce que vous aviez peur du système? C'est une question de Samuel. Du tout. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que la peur n'a jamais fait partie, n'est-ce pas, des ingrédients de mon existence. C'est au demeurant la raison pour laquelle, contrairement à d'autres qui se targuent d'avoir des parapluies et des protections, quelques-uns, des gens parfois qui ne peuvent pas m'atteindre, essaient de m'attaquer par tous les moyens possibles. C'est parce que je suis comme ça. Je considère que chaque fois qu'on porte atteinte aux droits souverains du citoyen, ça meurtre. J'indique, battons-nous pour avoir un code électoral transparent, libre, avec des organes de contrôle crédibles et indépendants, et nous verrons que toutes ces questions-là vont être réglées. Parce qu'un homme normal qui s'investit tous les jours pour la gestion de son pays ne peut pas supporter d'avoir plus d'un ou de deux mandats. Moi, je le sais, puisque j'étais élu. On va sortir de l'arène. Je voudrais remercier sincèrement les principaux protagonistes. Frédéric Bungou de Le Messager. Merci d'avoir fait le déplacement de notre siège à Douala. Demain, le quotidien paraît. Demain, c'est lundi. Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la une ou c'est non, je réserve la primaire, la une à tous les lecteurs du Messager. Il va faire de l'éditorial sur moi, je parie. Mais ça se passe bien, ça fait 3 ans non, de chefferie à la tête de la rédaction. On a eu vraiment peur, mais l'équipe est soudée, elle est jeune, vraiment on s'est soudés autour de cet idéal-là. Et je crois que jusqu'à aujourd'hui, c'est ma plus grande satisfaction. Je dois être content. Julien Chongan, dans une aventure, vous êtes embarqué au quotidien de l'économie comme rédacteur en chef. Ça se passe bien? Oui, disons que jusqu'à présent, tout va assez bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés. On sait tous que chaque nouvelle initiative, chaque nouvelle entreprise fait face, n'est-ce pas, à des difficultés que nous essayons, comme je l'ai dit au départ, de gérer au jour le jour. Vous avez franchi le cap de la 100e édition. Oui, ça fait, on est précisément à la 122e édition demain matin. Ok, recevez tous les encouragements de l'équipe de la Reine. Maître Charles Chungan, je vous remercie sincèrement d'avoir accepté notre invitation. Je voulais vous remercier Julien et Frédéric, qui dans leur conclusion, en fin de compte, aboutit à la même conclusion que la mienne. Construire, c'est difficile. La chose la plus facile dans le monde, c'est de détruire. Vous savez, quand vous détruisez, quand vous voyez au Mali comment on détruit les monuments, on sort de l'arène. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et je voulais vous remercier de m'avoir invité et j'espère n'avoir pas déçu vos téléspectateurs. On sort de l'arène sans dégâts et on se retrouve dimanche prochain. Nous aurons comme invité Bassek Bakobio, qui est un intellectuel et un homme de culture très bien connu par le Cameroun et par dans beaucoup d'autres pays. On vous remercie d'avoir regardé l'émission à la maison et on se donne rendez-vous dimanche. Au revoir.